Tunisie, les échanges étaient le mercredi au Parlement autour des positionnements diplomatiques du président de l'institution, Rached Ghannouchi, signe d'une reprise des tensions au sein de la classe politique. Au Sénégal, le ministre de l'Intérieur a annoncé un allègement du couvre-feu nocturne et une reprise des transports entre les villes, une décision qui intervient après 2 nuits d'incidents et de protestations. Et puis à Madagascar, des échauffourées ont opposé à Toamasina les forces de l'ordre à des manifestants qui dénoncent les conditions de confinement imposées par les autorités pour enrayer la propagation du coronavirus. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Tunisie, les échanges étaient houleux mercredi au Parlement. Au centre des débats, les positionnements diplomatiques du président de l'institution, Rached Ghannouchi. Cette séance était le signe d'une reprise des tensions au sein de la classe politique. Voici les détails. Les députés ont échangé des invectives lors d'une session plénière au Parlement à Tunis, devant lequel des centaines de manifestants anti-islamistes ont réclamé le départ de Ghannouchi, l'accusant de mener une diplomatie parallèle pro-turque. Rached Ghannouchi, à la tête du Parlement, représente un danger pour la sécurité nationale, pouvait-on lire sur des affiches brandies par des manifestants rassemblés à l'appel du Parti destourien libre, une petite formation anti-islamiste. Dès janvier, alors que le chef de l'État Kais Saïed, élu 3 mois plus tôt, ne s'était pas encore rendu à l'étranger, Rached Ghannouchi, alors à la tête du Parlement depuis 2 mois, avait rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan. La diplomatie étant constitutionnellement du domaine du président de la République en Tunisie, Rached Ghannouchi avait été alors pointé du doigt, mais il avait fait valoir qu'il avait effectué cette visite en tant que chef d'Ennahda, parti proche d'Ankara. La polémique a repris de plus belle fin mai, après que Ghannouchi a félicité par téléphone le chef du gouvernement d'union nationale en Libye, Fayez El-Sarraj, à la suite de la prise par ses forces d'une base aérienne aux forces rivales du maréchal Khalifa Haftar. Ce comportement contraste avec la neutralité observée de longue date par la Tunisie sur le conflit en Libye, où le pouvoir est disputé par le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et soutenu par la Turquie, et le maréchal Khalifa Haftar appuyé par les Émirats arabes unis et la Russie. Au Parlement, des députés ont dénoncé mercredi les ingérences et les alignements. À cette tension s'ajoute la discorde au sommet entre Rached Ghannouchi et Kais Saïed, les rivalités au sein de la coalition gouvernementale entre Ennahda et ses alliés de circonstance et les profondes divisions au Parlement. En République démocratique du Congo, le procès de Vital Kamerhe a repris depuis mercredi et s'est poursuivi ce jeudi. Cette reprise intervient une semaine après la mort soudaine du juge en charge de l'affaire, Raphaël Nyani. Vital Kamerhe et 2 autres prévenus sont poursuivis dans une affaire de détournement des fonds alloués au projet des maisons préfabriquées dans le cadre du programme des 100 jours de Félix Tshisekedi. La 3e audience du procès de Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, s'est tenue avec un nouveau président, le juge Pierrot Bakangé Mvita. Il succède à Raphaël Nyanyi Mvungu, décédé soudainement la semaine dernière. Pour la première fois ce mercredi, les témoins sont passés à la barre. Le premier à témoigner est l'ancien ministre du Développement rural, Justin Bati-Kuira. C'est lui qui avait signé en 2018 le contrat initial avec la société Sami Bossarl de l'homme d'affaires libanais Sami Jamal, qui est également parmi les prévenus. Il a expliqué qu'au départ, c'est un marché d'un montant de près de 27 millions de dollars pour 900 maisons préfabriquées destinées à 9 provinces du pays. S'il a reconnu avoir signé ce contrat, Justin Batikura a expliqué que le gouvernement n'était pas en mesure de payer la première tranche de la facture à Sami Bossarl à cette époque. Il a ajouté qu'il n'a pas pu suivre ce dossier parce qu'il en avait été dessaisi par Vital Kamerhe au travers d'une correspondance officielle. Il a davantage chargé le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi
en ajoutant qu'il n'était pas au courant du paiement de 57 millions de dollars à Sami Bossarl. Ce montant, a expliqué Justin Batikira, est loin de celui de 27 millions de dollars du contrat initial. Il n'a pas reconnu la validité de l'avenant au contrat qui a permis ce paiement. Ces propos ont été appuyés par le témoignage de Ngongo Salounou, directeur général intérimaire de la Direction générale du contrôle des marchés publics. Dernier témoin à comparaître ce mercredi, il a également soutenu que ce paiement a été fait sur la base d'un avenant qui n'était pas valide. Restons en RDC où des morts en série ont été enregistrés dans l'entourage du président Félix Tshisekedi. Officiellement, ces décès sont dus au coronavirus, mais une opinion rejetée par certains Congolais. Des rumeurs font plutôt état d'empoisonnement au sommet de l'État, rumeurs renforcées par la mort soudaine du juge en charge de l'affaire Vital Kamerhe. Reportage. Ce climat déjà pesant s'est alourdi avec le décès soudain du juge en charge d'un procès anticorruption sans précédent. Ce procès qui a repris mercredi avec sur le banc des accusés un homme fort de la vie politique congolaise, le directeur de cabinet et principal allié du chef de l'État Vital Kamerhe. Le président Félix Tshisekedi est muet depuis ses deux interventions télévisées les 18 et 24 mars pour instaurer l'état d'urgence sanitaire face au premier cas de nouveau coronavirus en RDC. Depuis, le Covid-19 a touché, selon les derniers chiffres officiels, 3326 personnes et tué 72 patients, dont une bonne dizaine dans les cercles de la présidence et du gouvernement. La maladie a d'abord touché fin mars la ministre de l'économie qui a perdu une sœur et son frère, membres de son cabinet. Depuis, plusieurs décès ont été signalés à la présidence. Jacques Ilunga, l'un des principaux négociateurs de l'accord de coalition avec le précédent président Joseph Kabila, l'oncle du président Monseigneur Gérard Moulumba, responsable de la maison civile, et Charles Kilocho, directeur adjoint de la communication à la présidence de la République. Si je ne me trompe pas, nous avons enterré 2 ou 3 personnes cette semaine, a encore déclaré le porte-parole du président Tarsis Kasongo Nyamba Nyamba. Tous les services de la présidence sont mis en alerte, a-t-il reconnu, sur une chaîne de télévision d'État qu'il a interrogé sur les rumeurs d'empoisonnement entourant ces décès en série. Scientifiquement, il n'y a encore aucune preuve qui a été donnée pour dire qu'il y a autre chose que le Covid-19 parmi les décès que l'on a déplorés à la présidence de la République, a-t-il répondu. Dans ce climat délétère, l'opinion attend le résultat de l'autopsie du magistrat Raphaël Nyani, mort dans la nuit du mardi à mercredi. Au Sénégal, le ministre de l'Intérieur a annoncé un allègement du couvre-feu nocturne et une reprise des transports entre les villes. Une décision qui intervient après 2 nuits d'incidents et de protestations contre les mesures destinées à contenir le nouveau coronavirus. On l'écoute. À compter de ce jour, il sera prononcé la levée des restrictions de transport sur l'étendue du territoire national avec le maintien du couvre-feu de 23h à 5h du matin. Les gares routières reprendront du service pour le transport urbain et interurbain. Toutefois, une heure de fermeture est prévue pour toutes les gares routières interurbaines. Le ministre des Transports en conviendra avec les acteurs. Les réunions dans les endroits publics ou privés, les restaurants, les salles de sport et les casinos vont bénéficier de ces mêmes mesures d'assouplissement. Au total, le gouvernement, comme d'habitude, reste à l'écoute des populations afin de contribuer à la relance des activités économiques. Toutefois, ces mesures seront obligatoirement accompagnées de mesures telles que le port obligatoire de masques, la distanciation physique, l'existence de manifestes pour tous les départs, notamment dans le domaine des transports, etc. Le gouvernement regrette toutefois les manifestations connues ces dernières 48 heures qui ont occasionné l'arrestation de plus de 200 personnes. Le Cameroun relancera ses activités de transport aérien le 15 juin prochain. Cette décision fait suite à la reprise des vols commerciaux entre ce pays et la France, comme c'est le cas avec d'autres pays du continent. Une situation qui semble contraster avec la menace du coronavirus.
La logique économique semble avoir pris le dessus sur les réseaux sanitaires qui ont poussé à la suspension des vols sur le continent. Après la Côte d'Ivoire et le Bénin, les premiers pays à être desservis, le Cameroun se prépare à accueillir son premier vol commercial ce 15 juin 2020 depuis l'aéroport international de Yaoundé. Ceci fait suite à la reprise des vols commerciaux de la compagnie Air France en direction du continent africain ce 3 juin. À cet effet, la Direction générale des aéroports du Cameroun et les services sanitaires ont pris des séries de mesures pour tester les voyageurs à leur arrivée, de sorte à éviter des cas d'importation du coronavirus. Si vous parcourez l'aéroport, vous allez voir que nous avions prévu des distanciations au sol entre passagers. Nous avions prévu des distanciations au niveau des salles d'embarquement. Nous avons mis en place des plexiglas au niveau des banques d'enregistrement. Nous avons également pris toutes les mesures barrières que sont le lavage de mains, des gels au niveau de tous les usagers de l'aéroport. Le ministère de la Santé, pour sa part, a indiqué que des voyageurs à leur arrivée à l'aéroport seront conduits au centre de quarantaine de l'hôpital central de Yaoundé où ils seront systématiquement prélevés et testés. Ceux d'entre eux qui seront déclarés positifs seront pris en charge dans les centres et ceux qui seront déclarés négatifs seront autorisés à rentrer chez eux, mais invités à se confiner à leur domicile pendant 14 jours et suivis à distance par les services de santé du ministère. Les voyageurs qui présenteraient d'autres antécédents médicaux seront invités à rester confinés chez eux. Les cas les plus sérieux seront conduits dans des centres de santé afin d'être pris en charge. À Madagascar, des échauffourées ont opposé à Toamasina, la deuxième ville du pays, les forces de l'ordre à des manifestants qui dénoncent les conditions du confinement imposées par les autorités pour enrayer la propagation du coronavirus. Selon des témoignages recueillis sur place, les incidents ont éclaté lorsque la police a frappé un habitant qu'elle accusait de ne pas respecter l'interdiction de faire du commerce dans l'après-midi. Les images. Dans un communiqué, la police a nié ces violences. Mais des images d'un homme à terre ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux et causé la colère de la population qui a érigé un barrage, brûlé des pneus et lancé des pierres sur les forces de l'ordre, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les forces de sécurité ont riposté par des tirs de balles en caoutchouc. Selon la police, le blessé a été brièvement hospitalisé et a pu regagner son domicile après avoir reçu des soins. Les attroupements continuent alors que les forces de l'ordre sont en train de rétablir l'ordre, a également indiqué en soirée la police. Le gouvernement malgache a envoyé la semaine dernière plusieurs centaines de soldats et des médecins en renfort à Toamasina après y avoir recensé une forte augmentation de cas de Covid-19 dans la ville. Quelques heures avant ces incidents, un groupe d'habitants se présentant comme un collectif des doyens de la ville a dénoncé sur les réseaux sociaux la décision du président André Rajoelina d'envoyer des renforts militaires et plus généralement sa gestion de la crise sanitaire. Ils ont exigé sa démission sous 12 heures. Madagascar a enregistré jusque-là quelques 900 cas de coronavirus, dont 6 décès qui sont tous survenus dans la ville de Toamasina. Au début de l'épidémie, Rajoelina a ordonné un confinement dans les 3 principales villes du pays, levé depuis à Antananarivo. Il a également largement distribué à sa population une tisane à base de plantes dont il assure qu'elle protège et soigne le Covid-19. Les éventuels bienfaits de cette tisane baptisée Covid organique n'ont toutefois été validés par aucune étude scientifique. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.